qui affirme. L'impression d'être très près de vouloir être très très près du peuple. Le nouveau de la François nous fasse prier pour lui. J'ai trouvé ça impressionnant. Nous avons besoin dans ce moment de cette simplicité, de cette transparence. Alors, dans les réactions qu'on vient d'entendre, au premier gestes du pape François et sur notre discussion en direct, certains demandent au pape de faire entrer l'Église dans le 21e siècle. C'est ça, rien que ça. Donc, les gens sont élevés, le pape va avoir beaucoup de travail. Si on trouve les commentaires que les gens nous ont postés, c'est dans une discussion en direct, ça se passe dans une discussion pour aller sur le thème principal et c'est l'article principal de voir la fenêtre de discussion en direct et il pouvait venir mettre vos commentaires et ça me fera plaisir de les lire en nombre. J'en ai quelques-uns ici. Il y a quelqu'un qui nous dit je suis catholique et croyant et homosexuel, je respecte la religion, mais j'ai le droit de critiquer cette église qui est patriarcale, qui rejette les femmes, les minorités au lieu de les inclure. L'amour et le respect n'est pas une parole de Dieu. Un autre commentaire de Francis Girard lui dit ce qu'il énonce plutôt, c'est un peu l'opacité financière au Vatican. Il y a un de nos invités qui avait évoqué un peu plus tôt, il dit le problème de corruption au sein du trésor de l'Église et la problématique sur l'opacité des fonds. Ça en réformant, ça va permettre de faire rentrer l'Église dans le 21e siècle. Enfin, un dernier commentaire de Robert Girard qui dit bravo pour cette combinaison. De maintenant, l'Église doit vraiment rentrer dans le 21e siècle. Donc, si vous avez d'autres choses à ajouter, nous allons faire une discussion en direct, heureusement. Et les internautes débattent quand même du fait qu'il s'agit du premier pape américain. C'est ça, il y en a plusieurs qui nous ont signalé ça, qui disaient qu'ils avaient découvert que c'est un pape américain. Très bien, merci Padre. On va parler. Alors justement, premier pape latino-américain, premier pape jésuite, quelle sorte de pontificat cela annonce-t-il? On va parler de l'assistant du supérieur provincial de maison provinciale des jésuites à Montréal, Pierre Bélanger. Bonsoir, M. Bélanger. Bonsoir, Mme Dussault. Alors, votre réaction et qu'est-ce que ça représente? Eh bien, pour les jésuites, je dois d'abord commencer par vous dire que c'était une surprise. Je pense que c'était une surprise pour beaucoup de monde, mais peut-être, certainement et plus pour nous, une surprise et une bonne nouvelle aussi. Une surprise parce que déjà, on aurait pu craindre qu'un jésuite soit trop réformateur pour sa façon de... Je connais deux raisons. Qu'est-ce que ça veut dire, la jésuite? Deux raisons pour lesquelles c'est une surprise. D'abord, parce que vous savez pas que les jésuites font un vœu particulier au moment où on fait nos derniers vœux d'incorporation dans la compagnie de Jésus. Non seulement on fait des vœux traditionnels des religieux, non seulement on fait un vœu spécial d'obéissance au pape pour des missions qu'il pourrait nous donner, mais aussi on fait le vœu de ne pas accepter des dignités ecclésiastiques, de ne pas accepter de monter, d'avoir aucune perspective de carrière. Pas de prétention. C'est ça. Et donc, de même pas être évêque, c'est ça que ça veut dire. Il a montré son vœu avec l'archevêque et cardinal. Dans le vœu, il y a une exception, il y a une phrase qui dit à moins que le pape lui-même nous demande, pour certaines raisons, d'accepter, par exemple, d'être évêque dans un lieu. Nous, ici, les jésuites du Canada français, qui inclut Haïti dans notre territoire, nous avons actuellement un de nos membres qui, il y a quelques années, a été demandé, comme ça spécifiquement, il ne l'attendait pas, qu'il ne voulait pas, mais être évêque en Haïti, un Haïtien, Gontran Descostes, qui est l'évêque de Jérémie. Alors donc, il arrive que le pape demande ça, mais c'est très rare, et c'est pourquoi il y a très peu de jésuites qui ont été cardinaux. Il y a peu de chances statistiques qu'ils ne soient pas. Mais la deuxième raison que vous l'avez évoquée aussi, c'est qu'il y a dans certains cercles, et probablement dans les cercles de la curie romaine, une certaine crainte par rapport aux jésuites. On a pensé qu'ils étaient trop puissants à certaines époques. Bon, mais puissance, quelle sorte de puissance? Moi, je pense que, bien sûr, les jésuites sont connus pour d'abord avoir une formation assez étendue, assez large, qui leur donne des perspectives, qui leur permet de sortir peut-être des sentiers battus. Or, dans une organisation aussi traditionnelle que l'Église catholique, sortir des sentiers battus, ce qui est souvent une caractéristique des jésuites, peut faire peur à certaines personnes. Alors, effectivement, c'est une surprise pour ces deux raisons-là. Mais j'insiste plus pour dire que c'est une bonne nouvelle. Sortir des sentiers battus, est-ce que vous vous attendez à des gestes de réforme de l'Église, à une lancée vers une ouverture, par exemple, depuis quelques semaines évoqué un troisième concile, Vatican III, pour avoir ce que vous attendez ce genre de geste? Bon, et bientôt, mais
de vos invités au cours de l'émission, qui m'ont précédé, qui ont très bien fait, ont mentionné que votre façon de se présenter annonçait effectivement qu'il ne se contenterait pas de ce qui existe déjà. Est-ce qu'il va lancer un concile, c'est beaucoup demandé, mais je pense qu'il peut se poser la question à cause de son intérêt pour la radicalité de l'Évangile. C'est un homme qui croit à l'Évangile et qui a vécu dans sa vie, dans sa chair de tous les jours, comme on l'a dit, pourquoi comme ça. Je vais ajouter quelque chose sur la question des femmes, parce que je suis moi-même intéressé à cette question-là, parce que je trouvais que mon Église pose certaines questions, ça va passer vite de ce côté-là. Mais je dirais que le fait que les premiers mots qu'il ait prononcés aient été frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il ait utilisé un langage inclusif. Beaucoup de vos invités ont parlé des autres parties de son discours, très intéressant. Mais seulement de frères et sœurs, au point de départ, le langage inclusif, à mon avis, était une caractéristique de quelqu'un qui vient d'Amérique latine. Et on sait qu'en Amérique latine, cette question du langage inclusif est importante, que ça touche les gens. Et puis après ça, il y avait le bonsoir. C'est extrêmement sympathique. Avec le sourire, restez avec nous, M. Bélanger. On va aller une pause. Je vous invite à la discussion de conclusion avec les trois invités. Alors, restez avec nous, mesdames, messieurs, et continuez de participer à l'émission sur Internet dans un instant. Dernier tour de table, un coup d'œil à vos commentaires.